Il n'y a pas forcément d'échec dans ce métier. À partir du moment où tu fais de ton mieux et tu fais ce pourquoi tu as été mandaté par ton client de la meilleure manière possible, il ne peut pas y avoir d'échec. Il y a des problématiques, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais il n'y a pas d'échec. Et ce modèle-là, dans sa globalité, m'a permis voilà, de plus jamais me dire que c'est pas possible. Salut à toutes et à tous, donc bienvenue sur notre chaîne Dimeroni. Bienvenue à tous. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, la première d'une longue série, donc la collab. Et on vous présente notre invité, donc Bastien Tess. Bienvenue. Merci les gars. Aujourd'hui on va parler de toi, on va te poser beaucoup de questions. Yes. On va essayer de rentrer un peu dans ton intimité pour voir ce qu'on peut en ressortir. Comment tu peux te présenter en quelques mots? Écoute Bastien, j'ai 36 ans, papa d'un petit garçon de 6 ans. Je travaille dans l'IMO depuis pas mal d'années maintenant. Okay. Voilà, et au sein de Keller Williams depuis bientôt 3 ans. Okay. Donc depuis le début de Keller Williams ouais, j'ai commencé l'aventure au tout départ en 2021 et voilà, pour en être où on en est aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est créé au début Keller Williams? Ça se crée à la base, alors je ne suis pas du tout à l'initiative du projet, c'est Cédric et Lidéric, les directeurs de Minito à cette époque-là, qui ont décidé d'agrandir leur champ d'activité. Donc à la base, c'est des courtiers en crédit en assurance emprunteur. Et effectivement, Covid arrivant, ils se sont posé la question de savoir vers quoi ils pouvaient se tourner. Et l'immobilier est arrivé comme quelque chose de tout à fait naturel parce qu'ayant financé des clients pour des projets d'achat immobilier pendant 10 années à l'époque, c'était tout naturel qu'ils se dirigent vers ça. Et ils m'ont parlé de ce projet et ça m'a tout de suite séduit. Donc tu nous parles beaucoup immobilier, donc comment tu définirais l'immobilier toi aujourd'hui? On revient sur un marché plus normal, on va dire. Moi quand j'ai commencé l'immobilier, on était plutôt sur une tendance telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec des taux très hauts, ouais, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, des taux, on était sur quelque chose de similaire à l'époque. C'est surtout que le Covid, la période Covid a rendu le métier un peu particulier, dans le sens où on est arrivé sur quelque chose de beaucoup plus dans la précipitation. Les gens avaient moins le temps de réfléchir en ce qui concerne les acheteurs. On était plutôt sur un marché de vendeurs à cette époque-là. C'est les vendeurs qui décidaient un peu de leur prix et les acquéreurs qui l'ont plutôt subi à l'époque. Aujourd'hui, on revient sur un marché un peu plus logique où on peut prendre le temps avec nos acquéreurs. Ils ont la liberté de pouvoir comparer aussi, ils ont le temps de le faire. Donc moi, je dirais que l'immobilier se porte bien. On parle beaucoup de crise, on parle beaucoup de choses comme ça. Alors effectivement, on a des choses qui sont plus complexes aujourd'hui parce que le financement les rend complexes. Mais je trouve que dans tout marché changeant, il y a des opportunités à saisir et le marché actuel va nous en donner beaucoup. Si tu avais un débutant là, qui arrivait chez toi, chez Keller Williams Rimousin, quels sont les 3 conseils que tu lui donnerais? D'écouter un modèle qui fonctionne, voilà, parce que si ça a fonctionné pour nous, ça fonctionnera pour lui également. On a la chance chez Keller Williams d'avoir pas mal de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à Julien, je pense à Mathieu, à plein de monde, qui aiment transmettre justement aux personnes qui débutent dans le métier. Donc vraiment écouter les conseils, ça c'est le premier gros point. Faire preuve de persévérance, parce que c'est un métier qui est aussi beau que ingrat parfois. On a beau mettre toute notre énergie dedans, mais voilà, dans l'équation, il y a un vendeur, un acquéreur, un financement. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui malheureusement peuvent faire capoter un projet parfois.
Donc ça peut être compliqué. On a vécu ces moments-là, donc on est aussi là pour les préparer à ce genre de situation. Donc voilà, faire preuve de persévérance, et puis pas trop se poser de questions aussi. Je pense que aujourd'hui, plus que toujours, les gens vont se recentrer sur l'humain. On voit bien, les agences purement digitales n'évoluent pas forcément depuis une dizaine d'années. Les gens apprécient ce service de proximité donné par son conseiller ou sa conseillère immobilier. Donc voilà, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut faire preuve d'humain, d'empathie, juste ce qu'il faut, et bosser. Voilà, il n'y a pas de secret. Oui, le travail paye quand même. Le travail paye. Exactement. Voilà. Donc tu nous as parlé de métier ingrat, tu avais une question Dimitri sur ça? Oui, quel est pour toi ton plus grand échec? Je vais peut-être le centrer sur l'immobilier. Alors il n'y a pas forcément d'échec, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment un métier où les échecs nous permettent d'évoluer et d'obtenir énormément de connaissances. Bon, vraiment, chaque jour est différent, chaque projet nous amène à avoir des connaissances juridiques toujours plus importantes. Donc je dirais qu'il n'y a pas forcément d'échec. Dans mon expérience d'agent immobilier, j'ai eu parfois des ascenseurs émotionnels relativement très importants où on a signé 3-4 ventes. Et puis, il y a une accumulation de coups du sort qui nous tombent sur le coin du nez. Malheureusement, on peut avoir des décès de vendeurs. Donc il y a des successions qui se mettent en place. Donc ce n'est pas des moments qui sont très agréables, que ce soit pour nous qui avons tissé un lien avec nos clients. Il y a des fois des documents qui sont obligatoires, qui sortent d'un coup. Voilà, donc, ce qui fait que d'un très beau mois au 15 du mois, on finit avec un mois qui n'est pas forcément très chouette au 30 du mois. Ça donc, fait un peu les montagnes ouais, russes, c'est assez compliqué. Après, c'est pas forcément des échecs, mais il n'y a pas forcément d'échecs dans ce métier. À partir du moment où tu fais de ton mieux et tu fais ce pourquoi tu as été mandaté par ton client de la meilleure manière possible, il ne peut pas y avoir d'échecs. Il y a des problématiques, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais il n'y a pas d'échecs. Il n'y a que des apprentissages. Ouais. Je ne considère pas qu'avoir eu des échecs dans ma vie. Tout ce que j'ai vécu en fait a fait ce que je suis aujourd'hui et ce pourquoi je suis là, quoi. Okay. Donc pour toi, la phrase apprendre par l'échec a tout son sens avec l'immobilier. Complètement. Okay. Alors, l'échec, c'est pas un échec, c'est la non-réalisation du projet. Et donc, à l'inverse, quel est ton plus grand succès que tu as connu? Mon plus grand succès, c'est un état de fait aujourd'hui, d'avoir contribué à faire de Keller Williams Limousin ce qu'il est aujourd'hui. On a quand même plusieurs dizaines de reconversions professionnelles aujourd'hui qui, à mon sens, sont réussies. Et d'avoir pu participer à ça, c'est une belle victoire. Et puis de les voir avec le sourire tous les jours, ça aussi c'est une victoire, vraiment. C'est une certaine fierté? Ouais, ça me rend fier. Ils me rendent fier, de toute façon. Parce que moi, aujourd'hui, mes réussites sont plus personnelles, mais sont à travers les leurs. Donc ouais, c'est chouette. Ça, c'est ma plus grande fierté. Au niveau mindset, le livre qui t'a le plus marqué? Il n'y a pas forcément un livre. Michael Aguilar est quelqu'un que je respecte beaucoup dans son élocution, dans son état d'esprit. Les équipes de la Master Franchise de Keller Williams sont des personnes qui sont assez impressionnantes par rapport à ça, parce qu'ils ont connu ce modèle américain en priorité, pour certains qui sont déplacés là-bas. Et c'est vrai que leur état d'esprit aujourd'hui leur permet d'avoir une absence totale de croyances limitantes, fait que c'est des vraies sources à prendre en compte au quotidien pour nous, quoi. Voilà. Et ce modèle-là, dans sa globalité, m'a permis de plus jamais me dire que c'est pas possible. Voilà. La preuve en est, quand on a parlé de créer un projet de cette envergure-là à Limoges, 99% des gens nous a dit que ça fonctionnerait jamais. Et pourtant, vous avez été contre
ces contradictions des gens qui étaient contre vous. Mm. Et dans un sens, beaucoup d'entrepreneurs en fait ont vécu ça. Beaucoup d'entrepreneurs se sont vus de par leurs proches, de par leur communauté, leur cercle qui est autour d'eux, leur dire non en fait, et ils y ont été quand même et ils ont réussi. Ouais. Et derrière, ils ont eu des super bons retours de ces gens-là pourtant. Bien sûr. L'entrepreneuriat pour moi c'est l'avenir de ce qu'on peut appeler avec un grand T le travail. C'est une manière de voir les choses qui sont différentes. Le français a cette culture-là du contrat avec CDI, mais je pense que la vie actuelle fait que les mœurs changent. Et je pense que si on regarde tous les pays anglo-saxons et les États-Unis, plus particulièrement, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc, et vu qu'on a toujours 10 ans de retard, ça devrait arriver. Si on fait un flashback un peu en arrière, ouais. Qu'est-ce que tu dirais au Bastien qui avait 18 ans, avec ton regard que tu as aujourd'hui? Déjà, si j'avais dû lui dire à cette époque-là qu'il serait là où il est aujourd'hui, je pense qu'il n'aurait jamais cru. Moi, il y a 10 ans de ça, je ne faisais pas du tout d'immobilier. Hein, donc, j'étais dans mes études de design, je voulais être designer absolument. Donc voilà, c'est vrai que la vie fait que. Je pense que je lui dirais tout de suite que tout est possible. Et si on m'avait insufflé ça dès le départ, en fait, à l'âge de 18 ans, j'imagine que je serais dans une situation encore plus importante avec encore plus de projets professionnels réalisés. C'est ça. Je me suis défait petit à petit de... c'est pas de leur faute, hein, mais ça commence sur l'éducation donnée par nos parents, sur les directeurs d'entreprise que l'on rencontre, la plupart, et c'est pas de leur faute non plus, mais c'est vrai que chacun doit être à sa place, et les gens ont du mal à comprendre que des personnes aient des rêves et des ambitions professionnelles. Voilà. Et ces liens de subordination, ce côté assez pyramidal, il nous a insufflé dès le départ. Donc ce que j'aurais envie de lui dire, c'est casse les codes et permets-toi de rêver tout de suite, professionnellement parlant. Voilà. Qui n'est pas de croyance limitante. Dès le départ, ouais, tout à fait. En plus, ce terme croyance limitante est quand même fort. Aujourd'hui, peu de personnes l'utilisent. Comment tu définirais le mot, ce groupe de mots croyance limitante pour les gens qui ne connaissent pas? En fait, c'est la définition de se dire je ne suis pas capable. Croyance limitante, c'est on part du principe qu'on n'est pas capable. Pour plein de raisons, hein, parce qu'on a un manque de connaissances, on ne se sent pas légitime. Voilà. Donc, la vraie définition, c'est qu'on est notre propre ennemi. Okay. Est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer tout ça? Je peux prendre l'exemple de Mathieu, au final, qui image bien les choses. Mathieu, il nous a rejoint dès le départ, hein, c'était un de nos premiers agents. Il était vendeur d'articles de sport, en fait, hein, dans le foot. Quand il nous a rejoint, il nous a dit moi, j'espère que je vais vendre quelques maisons ma première année. C'était vraiment, il était très, très limité dans ses perspectives de réussite, quoi. Et on a travaillé dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui, Mathieu, il a réalisé, je crois, sa première année, une 40aine de ventes. Il a un départ comme peu de monde a pu faire dans une carrière dans l'immobilier. Et en fait, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on lui ait dit « non, tu vas y arriver, non, tu vas y arriver », que du coup, il ne s'est plus posé de questions, en fait, il a foncé. Et à la fin, il a regardé derrière lui le résultat. Et voilà. Mais vraiment, la définition de croyance limitante, c'est qu'on est notre propre ennemi, notre plus grand ennemi d'ailleurs. Parce que on se dit non, je vais pas appeler cette personne-là parce que je vais déranger. Non, en fait, ce métier, c'est un métier qui est fait de rencontres. Et si à un moment donné, toi, tu ne crées pas cette rencontre-là, il ne se passera rien. On ne réalisera pas de projet. Provoquer la chance, en fait. Ouais. Alors, ouais, provoquer la chance, et puis aussi se dire que se bloquer nous-mêmes en se disant qu'on va déranger une personne, c'est négliger l'aide qu'on peut lui apporter. Okay, voilà. Et du coup, les croyances limitantes, on en a dans tout, partout, hein, dans la vie perso, dans la vie pro. Voilà. Si je te dis demain, est-ce que tu penses que tu peux être millionnaire l'année prochaine ?
tu vas me dire non. Alors peut-être que tu n'y arriveras pas, mais en attendant, tu n'as pas le droit de te dire que c'est impossible. En plus, il y a une très belle phrase, pendant mes Ignite, là, pendant que j'ai fait mon cursus, on posait à tout le monde, est-ce que vous avez des croyances limitantes? Et ceux qui disaient non, c'était déjà qu'ils avaient une croyance limitante. Ouais, faut pas répondre à cette question-là C'est normalement. C'est la On question en a, piège. on en aura toujours parce qu'il y a des domaines dans lesquels on ne s'est pas posé la question, si tu Bien veux. sûr. Moi, tu me parles de sport extrême, par exemple, je vais avoir plein de croyances limitantes, je vais me sentir incapable. Mais parce que c'est souvent par un manque de connaissances aussi. Ouais. Voilà. Et j'ai lu dans un livre que je feuilletais hier soir d'ailleurs, qu'une personne qui sait tout sur tout est une personne, c'est pas une personne de confiance où on prendra à apprendre d'elle, parce qu'en fait, elle cherchera jamais à évoluer et à apprendre plus qu'elle sait. Ouais. Je pense qu'on a tous des spécialités, ouais, vraiment. Et que moi, j'ai pas envie de tout connaître sur tout parce que j'ai envie de me nourrir de ce que connaissent les autres. On dit souvent, et ça c'est Cédric qui le dit, faut s'entourer de personnes qui sont meilleures que nous dans leur domaine. Si on côtoie que des gens qui savent tout sur tout, Mm. eh bien on peut pas s'élever parce que ces gens-là vont rester sur leur base et sur leurs acquis Ouais, sans complètement. chercher à s'améliorer. Complètement. Donc, On dit aussi qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente Exactement. le plus. ouais. Et pour le coup, moi je dis souvent aux gens, choisissez bien ces 5 personnes-là. Maintenant, passons à toute autre chose. Quels sont tes loisirs, tes passions? Ah, je pense que l'immobilier doit en être une maintenant. Ce n'était pas le cas à l'époque, mais le fait de transmettre et d'être un soutien, c'est une vraie passion aujourd'hui avec les agents avec lesquels je travaille. Sinon, très personnellement, le dessin. J'adore ça, de par mon ancien métier, mais aujourd'hui, qui a toujours été une passion. Sportivement parlant, le rugby. Et j'ai un vrai faible pour l'automobile quand même. Vous pouvez retrouver Bastien donc, sur son Instagram. Vous trouvez dans la description. Donc. Exactement. En quoi les passions que tu nous as citées t'ont aidé à être qui tu es aujourd'hui? Alors, je pense que celle qui m'aide le plus au quotidien, c'est... alors ça peut paraître bête, mais l'automobile, parce qu'en fait, ça te donne des objectifs de rêve à atteindre. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est moteur pour moi. Le dessin, ça me permet de couper complètement et penser à rien d'autre. De t'évader pendant que ouais, complètement. tu réalises tes... Et je pense que c'est important. On dit qu'un bon agent immobilier est un agent immobilier qui prend soin de lui, qui se repose et puis qui a des passions et qui les vit. On a besoin d'avoir de la créativité. Si on n'avait pas eu de créativité avec Cédric et Lidéric, on n'aurait jamais pensé les choses comme elles sont aujourd'hui, parce qu'on a quand même réussi, je trouve, il faut être fier de ces réussites-là, à faire une agence immobilière qui soit différente. Voilà. Pas meilleure, je ne parle pas du fait que ce soit meilleur, mais en tout cas différente. Et qui apporte des services et un environnement différent à nos clients. Quelle était ta perception de l'entrepreneuriat avant de te lancer et quelle est la perception de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Quel est le gap qu'il y a eu? Alors moi déjà l'entrepreneuriat je l'ai connu assez récemment parce que je n'avais pas été entrepreneur auparavant. Donc c'est vraiment Cédric et Lidéric qui m'ont appris ce côté entrepreneurial. Alors aujourd'hui pour très concrètement les parties sur lesquelles je suis vraiment entrepreneur, c'est qu'on a ouvert une structure, on a créé une structure de gestion-location. Voilà, qui est vraiment une entité au sein de l'immobilier, mais à part de Keller Williams, où on a 2 salariés qui s'en occupent. J'ai créé moi ma méga team, donc la team Effervescence, où aujourd'hui on est 5 personnes à travailler dedans. Donc voilà, pour la partie entrepreneuriale, sur quel point je suis moi actuellement. L'entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose qui me faisait peur, comme je pense beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. C'est un côté toujours effrayant parce que ça induit beaucoup de responsabilités. Voilà. On a des familles et des vies en jeu quelque part, parce que si demain on n'assure pas le paiement des salaires, les perspectives d'évolution professionnelle, on perd ses équipes. Et c'est ce qui, je pense, est le plus compliqué, c'est apporter des perspectives qui vont faire qu'on va garder les bons éléments avec nous.
Aujourd'hui, donc il y avait la peur avant, aujourd'hui ça fait vibrer, ça rend fier, parce que moi j'ai toujours été salarié auparavant, donc ça rend fier d'être de l'autre côté. Ça me permet aussi de me rendre compte que oui, c'est possible de manager de manière bienveillante. D'accord. Voilà. Ça, c'est la troisième chose que ça m'a apporté, c'est que je trouve... Alors, je dis pas que je suis le meilleur manager du monde, loin de là. Il y en a sûrement des meilleurs, mais j'ai souvent été en désaccord avec les directions que j'ai pu avoir auparavant, notamment dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis assez heureux, ça m'a permis d'exprimer mon management, voilà, et de voir si ça fonctionne. Okay. Et je suis très heureux de constater que oui, on peut manager de manière bienveillante et que la peur et la répression, ça ne fonctionne pas en fait. Et tu nous as parlé donc de la peur, aujourd'hui c'est la fierté. Donc en fait, le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, ça amène sur des émotions quand même extrêmes. Alors, ouais, alors effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, pour les agents qui travaillent avec nous aujourd'hui, c'est le statut qui est le plus représenté chez Keller Williams Imouzy. Alors nous, c'est des structures qui sont un peu plus importantes parce que du coup, le statut d'auto-entrepreneur aujourd'hui ne permet pas de salarier des personnes. Mais alors déjà, c'est important de dire que le statut d'auto-entrepreneur, à ce jour, il y a quand même de bonnes choses qui sont faites en France parce que c'est un statut qui permet beaucoup de liberté, qui permet de se lancer à moindre risque aussi en tant qu'entrepreneur pour les personnes qui souhaitent se lancer. C'est un statut qui se couple avec le statut de chômeur, donc les mois où on ne gagne pas d'argent dû à notre activité d'auto-entrepreneur, eh bien on a le chômage qui prend le relais. Donc voilà, c'est important de dire aussi qu'on râle beaucoup en tant que Français, mais il y a aussi des choses qui sont faites et qui sont assez intéressantes. Mais oui, le statut d'auto-entrepreneur, c'est se lancer dans le grand bain, évidemment. C'est travailler pour soi. C'est envisager le travail différemment parce que moi je dis souvent aujourd'hui aux gens qui nous rejoignent de venir avec un projet de vie professionnel. Ils ont cette liberté-là de nous dire, ben voilà, moi j'aimerais gagner tant par mois, j'aimerais le faire en tant de temps dans ma semaine parce que ben, j'ai des enfants, j'ai des passions, j'ai envie de les vivre et ça permet cette liberté-là. Et nous, notre challenge aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs perso. Mais il est quand même important de dire une chose, c'est que on est libre quand on est entrepreneur lorsqu'on gagne sa vie. Avant, c'est pas vrai. Avant, on n'est pas libre. Alors, on est libre de travailler ou pas, mais on n'aura pas de résultat. Et du coup, cette liberté-là, elle s'acquiert une fois qu'on gagne sa vie. On est son propre bourreau. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais les gens, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on peut avoir des personnes qui ont toujours eu cette capacité à travailler pour un autre. Et le jour où on leur enlève cette subordination qui va leur dire tous les jours lève-toi à telle heure, viens tel jour, fais ci, fais ça, et qui travaillent pour eux, eh bien, ils ont du mal à se faire ce cadeau-là en fait. D'accord. Voilà, ils ont cette liberté tout de suite enlève beaucoup de cadres de travail. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident les premiers temps quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ça demande un temps d'adaptation quand même. Je pense que ça demande un temps d'adaptation. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer, nous, dans la leadership, pour préparer les gens à cela. Parce que la plupart des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui dans l'aventure ont toujours été salariés. Et ce curseur-là, il est très très dur à trouver pour nous. C'est-à-dire donner un cadre suffisant pour que la personne atteigne ses objectifs, donc lui donner des missions très concrètes, tout en faisant en sorte de faire attention parce que ça reste quelqu'un qui est entrepreneur. Donc on n'a pas à lui imposer quoi que ce soit au final, à part des règles de bonne conduite au sein de l'immobilier, mais on n'a pas à lui imposer quoi que ce soit. Et c'est vrai que parfois c'est assez frustrant parce que on a quand même la recette, nous, de la réussite, parce qu'on l'a transmise à pas mal de personnes. Aujourd'hui, on constate que ça fonctionne. Et malgré tout, des fois, il y a des personnes qui ne nous écoutent pas et qui n'y arrivent pas, du coup, et c'est pas forcément évident. Pour rebondir sur la bonne recette, c'est vrai qu'on voit que Keller Williams s'est créé depuis 1983.
Yes, ouais. et a passé plusieurs crises. Et notamment, n'a pas cessé de grandir. Donc en fait, c'est vraiment qu'il y a peut-être une recette magique. Je pense que la recette magique, c'est effectivement ce côté hybride, un petit peu que l'on a, entre le réseau de mandataires tel que ça existe aujourd'hui, où les gens travaillent de chez eux, parfois peuvent être un peu livrés à eux-mêmes, et l'agence classique, traditionnelle, vitrée, qui fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. Mais c'est vrai que je trouve que moi, ce modèle-là a su prendre les points positifs des deux côtés pour créer le leur. Et par des temps difficiles, je pense que les gens ont besoin de se retrouver dans un seul et même endroit, où ils vont retrouver leurs repères, des personnes qui sont là pour eux. Et c'est pour ça que Keller Williams a autant évolué. D'ailleurs, les plus grosses évolutions de Keller Williams, que ce soit en ressources humaines ou même en résultats, ça a été pendant des temps de crise. Voilà. Et c'est un peu comme l'Arche de Noé, on se regroupe tous dans un endroit qui nous rassure. Et je pense que c'est pour ça, oui, que ça fonctionne si bien. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit auparavant. Tu as dit que l'entrepreneuriat, c'était sauter dans le grand bain. Quel a été ton déclic à toi pour passer du statut de salarié au statut d'entrepreneur? Déjà, il faut redonner à César ce qui lui appartient. J'ai rencontré les bonnes personnes pour le faire. Parce que j'avais ces craintes-là, ça faisait partie de mes croyances limitantes. Donc voilà, si Cédric et l'idée n'avaient pas été là pour me bousculer un petit peu et que je sorte moi-même de ma zone de confort, je suis pas sûr que je l'aurais fait tout de suite. Mais avec le recul, ce qui m'a poussé à le faire, c'est de me dire, putain, pendant des années et des années, tu as travaillé pour quelqu'un. L'aventure s'est terminée pour X ou Y raison, c'est pas le débat du jour. Et tu repars à zéro, à chaque fois. Il n'y a rien qui t'appartient. Donc, tu as signé un contrat, il se coupe et tu n'as plus rien. Aujourd'hui, en ayant créé 2 entreprises, ça a de la valeur. Et demain, c'est l'opportunité d'être entrepreneur, de travailler tout en se créant un patrimoine. Voilà. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on garde quelque chose. D'accord, donc si demain ça vient à s'arrêter, il te restera quand même un patrimoine derrière. Demain, on peut prendre la décision effectivement de vendre notre portefeuille de gestion. Et ce portefeuille-là, il a une valeur. Donc on peut décider d'un commun accord entre associés, de se dire, bon, voilà, on en a fait beaucoup, on a atteint notre entreprise a une vraie valeur. Et on stoppe et on vend ce portefeuille-là qui fera besoin à d'autres entreprises de gestion. Et c'est quelque chose que l'on garde, effectivement. Et c'est vrai que quand on est salarié, hormis les connaissances qu'on a pu acquérir et puis le fait de pouvoir rajouter quelque chose sur son CV, on n'a plus rien de palpable au final. On repart à zéro à chaque fois. Je vais rebondir sur ta carrière d'entrepreneur. On va partir du début où tu t'es lancé, tu t'es jeté dans le grand bain, jusqu'à aujourd'hui. Avec les connaissances que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu modifierais sur ton parcours? Ou est-ce que tu ferais aucune modification? J'investirais plus tôt. Voilà. Alors, j'investirais plus d'argent plus tôt. Quand on se lance sur une entreprise, parfois on peut peut-être minimiser les coûts que ça engendre, se dire allez, on commence petit, puis on verra plus tard. Voilà. Alors bon, on a des réalités tous financières, hein, c'est très clair, mais sur certaines choses, je pense que j'essaierai de voir plus grand tout de suite. Et au final, sur l'une de nos sociétés aujourd'hui, on a évolué sur l'argent qu'on a investi. Mais je pense qu'on l'aurait mis tout de suite plus, ça aurait été plus logique dans la réalisation du projet. Voilà. Sinon, je pense que ce qui est en fait, ce qui est important, c'est l'humain. Avoir les bonnes personnes dès le départ, c'est le secret. Bien s'entourer. Complètement. On a vraiment beaucoup de chance, nous, sur les personnes que l'on a sur nos sociétés. Je trouve. C'est ce qui fait leur réussite. Enfin, je parle des sociétés. Hein.
une expression qui dit « personne n'est irremplaçable ». Moi, je suis... alors, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que cette expression, elle est débile. Elle est débile. Parce que, certes, les gens peuvent tous être remplacés, mais quand on perd un bon élément, on le perd. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en retrouver un équivalent, et parfois on ne le retrouve jamais. Et très clairement, il faut faire attention de garder les bonnes personnes chez soi. Donc c'est une remise en question perpétuelle. Voilà. Se remettre en question, beaucoup, c'est un secret qu'il faut mettre en place dès le départ quand on crée une société. Pour finir, pour grouper l'entrepreneuriat, le mindset, un peu tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui te mène, il y a comme une corde qui te tracte. Nous ici, chez Kerwelms, on appelle ça le Big Why. C'est même toi qui me l'as enseigné, qui me l'as appris. Aujourd'hui, où est la fin de cette corde? Mon Big Why, il était très petit au départ. C'est marrant, c'est paradoxal, Big Why tout petit. Parce que je ne m'autorisais pas à rêver plus grand. Et je pense qu'aujourd'hui... Donc mon Big Why n'est plus le même qu'il y a 3 ans, et dans 3 ans je pense que ce sera plus le même non plus. La corde elle s'arrête aujourd'hui, au début je voulais une voiture, voilà, je rêve d'une certaine voiture, aujourd'hui je m'octroie le droit de me dire que je veux un garage, je veux une voiture, je veux le pont, je veux tous les outils nécessaires pour la retaper avec mon père, qui est un ancien mécano. Enfin pas trop tôt, et je veux pouvoir me dire qu'on a retapé ça ensemble entre mecs, donc avec mon fils, mon frère et mon père, tous les 4, et la corde elle s'arrêtera quand on sera en train de rouler sur une petite route de campagne tous les 4, je pense. Voilà. Et cette voiture, quelle est-elle? Honnêtement, si je devais en choisir une, c'est une Alfa Romeo GT 2000, voilà, Veloce. Pour le mot de la fin, quelle est pour toi la citation ou l'expression qui te représente? Alors, qui me représente, je sais pas. Mais celle alors, c'est pas de moi et je l'ai souvent entendu et je suis assez d'accord avec ça, c'est que tout autour de nous nous fait croire qu'on n'est pas capable. Alors, il y a plusieurs expressions, on critique toujours son jalouse, déjà, donc, et ça, l'humain est très très friand de ça. Et puis, en règle générale, les gens qui nous disent qu'on n'est pas capable, c'est des gens qui sont jaloux en fait, du fait que vous soyez lancé. Et ça fonctionne beaucoup avec l'entrepreneuriat, justement. C'est-à-dire que les gens qui ont toujours été salariés et qui ont toujours eu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat diront toujours aux autres que ne faut pas le faire, ça ne fonctionnera pas, tu y arriveras. Donc vraiment, moi je mets et je le dis tous les jours à mon fils, c'est que s'il veut le faire, il le fait. Et que quoi qu'il arrive, il sera capable. Alors oui, il y aura peut-être des embûches, mais ce ne sera pas des échecs. Et au final, ça fera un homme bien derrière, parce qu'il aura tenté des choses dans sa vie, quoi. Donc vraiment, encore une fois, on revient toujours là-dessus, il faut s'entourer des bonnes personnes, et des personnes qui ne nous jugeront pas sur les choix professionnels que l'on fait, quoi. Et toujours se dire que si on tente, c'est que quelque part, c'est le départ du fait qu'on soit capable de faire les choses.